Cette semaine, dans le balado, on brise des os et on brise un couple. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Tu m'as surpris. Ouais. Ça fesse comme entrer en matière. Et voilà, c'est très dichotomique les deux films cette semaine. Je sais pas si je dirais qu'il y en a pour tous les goûts, comme on dit souvent, là, mais c'est au niveau des thèmes et de la manière qu'on aborde. On ne peut pas être plus à l'opposé. Oui, exactement. Et je pense que c'est une des rares fois que ça arrive. Donc, avant d'aborder les deux nouveautés principales de la semaine, un petit tour d'horizon. Mais non, avant, on va faire le petit... Notre commanditaire. Ben oui, le commanditaire. Encore une fois, l'école de danse Porto Swing présente cet épisode du balado Mon Ciné. Si votre cœur bat au rythme de la musique, on a une annonce palpitante pour vous. L'école de danse Porto Swing ouvre grand ses portes pour vous offrir un voyage dans le temps, de l'effervescence du jazz des années folles à l'énergie du rock and roll des années 50. Rejoignez-les pour leur session passionnante qui débute à chaque saison. Sur des périodes de 12 semaines, des cours de 1h30 par semaine. Il y a une variété de styles de danse pour tous les niveaux et il y a du swing, tous les niveaux de style swing, du Lindy Hop, du Rockabilly Jive, West Coast Swing, Boogie Woogie et plus encore. Porto Swing est également... en plus d'être une école de danse, il offre aussi des animations et des spectacles pour des événements publics ou privés, des parties d'Halloween, des parties de Noël, des parties de fête. Et c'est une école qui est bien établie dans la ville de Québec, qui ont fêté leurs 20 ans cette année. Et il y a 2 succursales, une à Sainte-Foy et une en Basse-Ville. Alors, peu importe où vous êtes à Québec et dans les environs, il y aura une école près de chez vous. Alors, que vous soyez débutant dans la recherche de vos premiers pas de danse ou que vous souhaitiez perfectionner votre technique pour éclater les planchers de danse et voler la vedette dans vos mariages cet automne, ils ont le cours qu'il vous faut. Alors, ne manquez pas cette chance incroyable de vivre cette expérience qui vous fera bouger et sourire comme jamais. Visitez le site web Porto Swing, donc PORTO swing.com et rejoignez-les pour faire partie de cette incroyable communauté. Merci à Porto Swing. Alors, restons du côté de Québec parce que dimanche dernier clôturait le Festival de cinéma de Québec et on a annoncé le gagnant du prix. Je pense qu'il est un prix public, en fait. Là, Je sais même pas c'est qui. Ouais, j'ai manqué ça. T'as manqué ça? Ouais. Bon, le prix a été remis à un documentaire qui s'appelle... attends un petit peu, j'ai beaucoup de notes éparpillées un petit peu partout. Ma cité évincée, documentaire sur la crise du logement. Donc, sujet très d'actualité. Alors, bravo à Laurence Turcotte-Fraser et Priscilla Piccoli pour ce prix-là. Donc, j'imagine que ça va peut-être prendre l'affiche éventuellement dans un cinéma près de chez vous. Je sais pas du tout. J'ai manqué cette annonce-là et je sais pas c'est quoi ce film-là. Fait que tu m'envoies la banane sciée en 2. Ben voilà, alors tu pourras aller voir la bande-annonce du documentaire. Absolument. Sinon, du côté de TIFF aussi, on a révélé les prix en début de semaine. Donc, évidemment, il y en a plein. Là. J'ai retenu les 2 principaux, on dirait. Donc, prix du meilleur film canadien, Drumroll. Solo. Ben oui, Solo. Oui, ça, je l'ai vu passer. Tu avais vu ça passer. Et d'ailleurs, si je me demande, je pense que pour la soumission du meilleur film étranger aux Oscars, je pense qu'ils auraient peut-être été mieux avec Solo que le documentaire. Roger? Ouais, c'est ça. Je pense que Solo est peut-être plus d'actualité comme sujet. Je pense en que tout oui. Cas, brasse plus... Mais là, les comment nouvelles. Fonctionne la période de dépôt et tout? Est-ce qu'il y avait vu Solo? Est-ce qu'il va être plus soumis l'année prochaine? Je ne sais pas. Ça non plus. Il y a peut-être une technicalité, remarque, mais bref, si ça a été vraiment... qui était éligible et qui finalement n'a pas été choisi, je ne suis pas sûr de la stratégie. Mais bref, c'est mon petit commentaire qui vaut 2 cents, mais bravo quand même au film Solo pour cette belle distinction. Et sinon, le prix plus prestigieux, c'est le prix du public parce qu'il n'y a pas de jury non plus au TIFF. Ah non, OK, ouais. Alors, c'est pas pour ce grand prix-là.
Et c'est un autre film qui m'intéresse. Ça s'appelle American Fiction, The Court de Jefferson, qui est une adaptation d'un roman de 2001 de Percival Everett. Puis c'est vraiment une satire sur le monde de la littérature et sur la littérature afro-américaine aussi, où le personnage principal est joué par Jeffrey Wright, un très bon comédien qu'on aime, et qui joue un professeur de littérature qui a aussi écrit des livres, là, mais là, un peu sa carrière littéraire tourne en rond parce qu'on lui reproche, son éditeur lui reproche de ne pas écrire assez noir, sur les thématiques assez noires. Et là, on satirise tout ça, évidemment. Puis au même moment, il y a une autrice qui, elle, vient de publier un livre très cliché là, sur la vie des ghettos afro-américains et tout ça. Fait que il commence à avoir un gros succès populaire. Fait que là, lui, une espèce de rapport de jalousie avec elle. Fait que ça a l'air assez bien. Ouais, intéressant. J'aime bien un peu comédie noire. Là, ouais, vraiment, oui, c'est ça, assez cynique de ce que j'ai pu voir. Fait que à découvrir, lui, au cinéma, le 15 décembre, qui va prendre d'assaut les écrans. OK. Je sais pas s'il va les prendre d'assaut ou plus limité. J'ai pas suivi qui le distribue et tout. Moi non plus, j'ai pas noté. Parce que dans le temps en décembre, ça arrive souvent que les films sortent, c'est ça, très limité, juste pour être éligible aux Oscars. Puis on les voit arriver au Québec plus en janvier. Écoute, j'ai l'impression que ça risque probablement d'être le cas, là, vu le sujet. C'est ça, là. Je pense qu'on va voir plus niché quand même. Ouais. On va sûrement peut-être voir profiter un peu du buzz en sortant dans quelques villes, puis après ça, grossir tranquillement les sorties. Sinon, autre petite nouvelle qui me fait sourire pour les amateurs de Star Wars, dont je suis, et j'imagine qu'il y en a peut-être parmi nos auditeurs. Un ou deux. On a appris quand même que Guillermo del Toro avait travaillé secrètement sur un projet, sur un film de Star Wars il y a quelques années, avec le scénariste David Goyer qui a écrit les Batman, entre autres avec Christopher Nolan. Finalement, le projet n'a pas abouti, mais ils avaient quand même fait une première version d'un scénario. Ils avaient déjà fait beaucoup d'art conceptuel pour le film. Dans des spin-offs ou vraiment la lignée Star Wars Skywalker? Ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit qu'on avait travaillé là-dessus. Puis finalement, mais là, c'est à l'eau. C'est à l'eau, ouais. Ah, OK. Ouais. Fait que ça, c'était l'époque un peu où Lucasfilm semblait développer beaucoup de projets. En tout cas, on en apprend beaucoup en secret aussi qui n'étaient pas annoncés pour finalement ne pas aboutir. Mais quand même, j'aurais été bien curieux de voir ce que Del Toro aurait pu faire dans cet univers-là, honnêtement. Oui, ça aurait été très intéressant. C'est quelqu'un qui a autant sa signature, puis en même temps, il semble pas avoir peur des franchises puis des propriétés intellectuelles. Avec ses il a fait du Blade, même. mais il rêvait de faire des Hellboy, etc. Fait que de le voir là revenir, ça serait intéressant, je pense. Donc, qui sait? Peut-être que le projet va renaître un de ces quatre. Puis, je sais pas si... Non, c'est pas un fun fact, là, une mini-nouvelle, là, parce que tu parlais de... Tu m'as emmené sur la soumission aux Oscars. Mm-hmm. Et ça a été annoncé que la France va présenter, a retenu La Passion de Dodin Bouffant, qui est un très étrange titre. Ouais. Mais c'est un film un peu de cuisine et de drame sentimental avec Benoît Magimel puis Juliette Binoche, qui prendra d'assaut, qui sortira au Québec le 10 novembre, si ma mémoire est bonne. Parce que des fois, les films des autres pays, on les annonce. L'Italie soumet ça, puis nous autres, on le verra jamais ou dans un an, là, dépendamment s'il est sélectionné et tout. Mais là, dans le cas de la France, on a quand même beaucoup de films français à l'affiche au Québec. Là, fait que lui, ça sort dans 2 mois. Ça va te couler quand même beaucoup d'encre parce que j'ai vu ça passer un peu, surtout qu'il a été choisi au détriment là, du gagnant de la Palme d'Or à Cannes qui s'en vient bientôt. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une c'est chute. vrai. Donc, ça en a surpris plusieurs dans le milieu du cinéma. J'ai vu ça passer un petit peu. Fait que, à suivre. Moi, donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à arrêter. Pour ce choix-là. Puis, j'ai menti parce que j'ai une dernière petite nouvelle qui était comme en dessous de la bande-annonce. Compte pour tous, on sait, ils ont fait un retour en force avec Coco Ferme au printemps dernier. Donc, le prochain film est en tournage, débute le tournage ces jours-ci. Et c'est un remake de Bac et Bottine. Oui, c'est ça. Alors que Coco Ferme est un genre de remake de Tirelire et compagnie. C'est ça, de la petite PME. Là. Oui. Puis là, c'est ça, Moufette et Gamine.
au rendez-vous. Là. Oui, tout à fait. En fait, de ce qui a été annoncé, c'est qu'on reprend vraiment la même formule. Antoine Bertrand va jouer le personnage principal, Philippe, si ma mémoire est bonne, qui recueille, je pense que c'est sa nièce, donc, qui va être jouée par Marguerite Laurence, qu'on a plus vu à la télé dans 5e rang, entre autres. Là. Donc, il y en a qui sont plus flous dans ma tête, mais Back et Bottine, c'était avec Maë Paiement. Oui, c'était effectivement, ce fameux film. Oui, qui a lancé sa carrière. Puis, de mémoire, je pense que c'était le 3e, Compte pour tous, ou 2e, là, parce que je ne me rappelle plus, Opération Beurre de Pinot, s'il était avant ou après, mais je pense qu'il était avant. Fait que je pense que c'est la guerre des Tucs, Opération Beurre de Pinot, puis Bac et Bottine, qui était le 3e. Puis, moi, j'ai vu que Jean-François Provençal dans la liste de la distribution. Ah, d'accord. Je le trouve très drôle, oui, très moi aussi, sympathique. tout à fait. Que, d'ailleurs, je sais pas s'il va avoir un look de Lucien dans C'est comme ça que je t'aime, mais je penserais pas. Petit potin, moi je l'ai connu, je l'ai rencontré alors que je produisais un court-métrage d'un de mes amis il y a une dizaine d'années. Ah ouais, OK. Moi, il travaillait, mon ami. Il était déjà dans les appendices à ce moment-là. Oui, mais ils n'avaient pas leur série télé. Okay. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était en pourparlers. Puis c'est un ami de Québec qui était à Montréal, puis les deux travaillaient au Archambault à Montréal. Fait que, voilà le lien, comment c'est fait entre eux. Fait qu'il se souvient de toi, puis c'est ton grand chum, là, c'est ça je comprends. Je n'ai jamais reparlé depuis, mais je l'avais trouvé très drôle dans une petite scène que j'étais là présent sur le tournage. Ben voilà, bande-annonce, justement. Ben il y a Hunger Games, Ballad of Songbirds and Snakes qui ont sorti leur fameuse bande-annonce finale. Là. Vous savez, les blockbusters en ont souvent 2, 3 là, qui en disent de plus en plus. Ouais. Puis alors que les premières semblaient être plus dans quasiment un drame politique, là, il y a pas mal plus d'action on sent vraiment les débuts du fameux Hunger Games dans un style rétro. Là. Je sais pas trop dans quelle année de futur et tout ça se passe, là, mais on sent que technologiquement, on n'est pas là où... les aventures de Katniss Everdeen et tout. Fait que, ouais, je trouve ça excitant. Je pense que c'est un film qui peut être époustouflant, ouais, surprendre. Je me souviens plus si le running time a été annoncé, mais toutes les Hunger Games, c'est quand même du 2h30, 2h20 assurément. Là. Fait que je pense qu'il faut que s'attendre à ça. Le roman est quand même une bonne brique aussi. Là, donc, ouais, puis je me demandais, les ayant pas lus, si ma grande question par rapport à ce prequel-là, donc qui se déroule avant, est-ce que c'est pertinent? T'sais? Est-ce qu'on l'a fait pour cacher in, puis avoir plus d'argent, puis écrire un livre de plus, puis faire un film de plus, ou vraiment on a quelque chose à raconter? Puis j'ai su qu'il y en a en tout cas des collègues qui l'ont lu, puis qui ont trouvé que c'était vraiment un roman haletant, là, puis que c'était vraiment bon et tout. Fait que ben, le fait que ça m'emballe un peu plus. L'autrice Susan Collins ne semble pas avoir... pour l'instant, elle s'est limitée qu'à ce autre livre-là. Ça aurait pu se lancer un livre par année, faire un peu n'importe quoi. Puis comme faire des, Anna Todd avec After. Pour pas la nommer. Puis en même temps, ben, ça peut être intéressant en explorant la jeunesse du président Snow. Fait que peut-être qu'en réécoutant les films, ou pour ceux qui ont lu les romans, ben, ça amène une autre dimension au personnage aussi, là, peut-être plus tragique de ce qu'on semble voir dans les images de la bande-annonce. Ouais, parce que c'est évidemment, il est au cœur d'une histoire d'amour, mais qui semble être destinée à une tragédie, finalement, ben voilà. quelque chose comme ça. Le jeu. Ouais. Et l'autre, c'est très mystérieux. Ouais. Dream Scenario de Christopher Borgli, Borgli, pardon, mais je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais, non plus. Mais avec Nicolas Cage, donc un de ses énièmes projets annuels, mais là, il n'est pas dans l'action boboche. Ben, c'est un Nicolas Cage maquillé, qui se transforme. Habituellement, c'est un bon film. Ouais, c'était comme la théorie de Bruce Willis. Quand Bruce Willis est chauve, c'est un bon film. Puis quand il y a une perruque, c'est pas des bons films. Bon, ben, c'est intéressant. Ben là, tu vois, il est mi-chauve, justement, Cage, dans celui-là. Que... Mais il n'a pas son look traditionnel des dernières années. Ouais, fait qu'on a un enseignant de genre cégep, un enfant de même. Là, université, peut-être plus. OK, il y avait l'air jeune, les étudiants, mais ça se peut. En tout cas, un enseignant. Puis... que soudainement, il fait rien, puis il se ramasse à être dans les rêves de tout le monde. Fait que tout le monde, peu importe à quoi il rêve, ce body-là apparaît. Ouais, fait que là, on comprend qu'il va devenir un peu une vedette malgré lui, mais qu'il va avoir un backlash à tout ça, puis que les gens vont soudainement pas l'aimer parce qu'il contrôle pas les rêves, mais personne ne sait pourquoi il est là-dedans, puis pourquoi lui, etc. C'est ça, une petite vibe adaptation là, qui est avec Nicolas Cage. Ou Bing John Malkovich, tout ça, là, on est comme dans un film référence méta un peu.
assez original. Mais qui a l'air léger. Là. Je sens pas qu'il y a une folie de comme on disait, là, Everything Everywhere, là, de genre un montage dynamique avec tout un rythme effréné et tout. Là. Ça a l'air Ouais, ben, comédie dramatique classique, je pense. Là. Ouais, en même temps, il semble à un moment donné avoir un point de bascule avec le personnage. Puis je suis allé lire un petit peu parce que le premier synopsis que j'avais lu, c'était 2 lignes. Puis je pense qu'il était présenté au TIFF d'ailleurs, il me semble que j'ai vu sur le truc du TIFF. Où quelqu'un, alors qu'il apparaît de manière très subtile ou de manière plus observateur dans les rêves des gens, mais une personne, il va avoir un autre effet d'apparition du personnage dans ses rêves. Et avec le personnage de Nicolas Cage semble basculer un peu dans la folie puis à commettre des trucs irréparables. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être un côté humour noir aussi qui va être présent. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais je pense qu'il y a une twist qui va être assez intéressante. Qu'à découvrir pour puis ceux, je pense. C'est une production à 24, ouais, c'est évidemment. Là, fait que et Ari Aster aussi, il faut le nommer quand même, qui est un des producteurs. Fait qu'il y a quand même une voix assez singulière, même si c'est pas lui qui a écrit l'histoire. Quand même, il faut croire qu'il y avait des affinités avec la proposition s'il a décidé de le produire. C'est ça. Mais là, tu me disais que c'est quasiment le film que tu attends le plus cet Moi, automne. je pense, oui, écoute, je trouve que la bande-annonce est vraiment captivante. Puis moi, j'aime ça, un peu comme Everything Everywhere at Once, où qu'on voit quelque chose qu'on n'a pas vraiment de référent, qu'on n'a jamais vu encore. Fait que ça m'intrigue encore plus. Fait que... Je sais pas. Moi, je disais, je suis très curieux, mais je suis pas autant fébrile, mettons, que toi. C'est bien correct. Mais ces 2 films qu'on vient de nommer, les 2 sortent le 17 novembre au Québec. Évidemment, je pense qu'Hunger Games va être sur plus d'écran que Dream Scenario, qui semble s'appeler Scénario Drive en français ou en version sous-titrée, peut-être. Fait que, bref, à suivre. Ça, c'est pas Dream Script ou quelque chose comme ça, ça va être pour la France. Ça, c'est peut-être c'est la France, là, ouais. Ou quelque chose d'un peu horreur, là, genre Terrible Dreams, là, genre I Dream About You. Alors, ça fait le tour un peu des actus bandes annonces. Ouais. Sinon, allons-y avec les 2 films de la semaine. Débutons avec... le film québécois qu'on attendait depuis un certain temps déjà, Simple comme Sylvain de Monière-Chokri. Exactement, qui a, j'ai oublié de noter, mais qui a joué à Cannes. Oui, dans la catégorie Un certain regard. Ouais, y a-tu joué au TIFF aussi? Je pense que oui. Ouais, en tout cas, il joue dans plein de festivals et tout, là, surtout que Monia est rendue établie mondialement en tant qu'actrice et réalisatrice et scénariste. C'est d'ailleurs un film que, c'est ça, elle réalise et scénarise et a des rôles secondaires. Mm-hmm. Mais les rôles principaux sont tenus par Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. On va suivre principalement le personnage de Magali qui s'appelle Sophia, qui a à peu près 40 ans, qui enseigne la philosophie à l'université du 3e âge en attendant d'avoir un poste à l'université régulière. Je sais pas. Ça, je veux pas être... que ça passe mal, mais je sais pas comment on dit ça. Là. Elle vit en couple depuis 10 ans avec Xavier, qui est un professeur de sciences politiques. Ils ont une vie très confortable. On sent que ils sont plus dans la stabilité, une certaine routine. Ils font chambre à part. C'est des intellectuels, une sexualité assez tranquille, assez vanille. Mais ils s'en plaignent pas. C'est ça, sont confortables là-dedans. Mais là, éventuellement, elle va rencontrer Sylvain, qui est le contremaître, l'entrepreneur chargé de rénover leur nouveau chalet dans les Laurentides. Et il va vraiment naître une passion ardente dans leurs regards et dans leurs actions, éventuellement, entre Sylvain et Sophia. Sauf qu'un monde les sépare, alors qu'elle est plus du côté intellectuel et à Montréal et urbaine, tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, lui qui est plus en région et qui est un homme plus manuel et tout. Fait que, je sais pas, le titre fait référence un peu à ça, à peut-être Sylvain qui est un homme plus simple, entre guillemets, mais aussi peut-être cette simplicité de se laisser aller, dans le fond, dans son amour, dans ses sentiments. Elle qui sent, Sophia, peut-être qu'elle peut vivre pour une dernière fois cette passion brûlante-là à 40 ans, pas d'enfant, qu'elle s'enligne peut-être pour... qu'est-ce qu'elle veut pour le reste de sa vie, finalement. Bien dit, bien dit. Plein de sagesse. Ton appréciation? Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est sûr que la petite nuance, c'est que toi, tu as vu le film
aujourd'hui. Ouais. Moi, je l'ai vu il y a comme 2 semaines. Fait que c'est un petit peu plus loin dans ma mémoire. Je me souviens de mon sentiment général, mais pas nécessairement de chacune des scènes. Tu sais, en fait, la thèse du film, c'est, comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si 2 personnes ont vraiment un potentiel amoureux, mais qui seraient complètement, peut-être, incompatibles de leur stature, si on veut, leur statut. C'est pas une caricature des classes sociales, c'est plus... tu sais, Monia Chokri a toujours un ton un peu plus cynique, un peu plus comédie noire à un certain point, mais on n'est pas dans l'absurde ou dans... Ouais, c'est ça, le dénigrement. Quoiqu'il y a quand même des clichés qui vont être là, mais je pense que c'est un peu des stéréotypes là, associés à ces rites de vie-là, si on veut. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes les scènes où il y a plusieurs personnages, les scènes de famille, les repas avec les amis quand ils vont dans sa famille à elle, sa famille à lui. Son frère de Pierre-Yves Cardinal, joué par Mathieu Baron, puis sa blonde est jouée par Christine Beaulieu, sont vraiment excellents, justement sans être too much là, dans ce genre plus simple là, avec la mère qui se saoule pendant le souper de famille, des choses comme ça. Puis à l'inverse, le frère de Magali Lépine-Blondon est joué par Guillaume Laurin, qui est un visage qu'on reconnaît, mais pas un nom nécessairement qu'on connaît, mais on dirait que depuis qu'on fait le balado, je l'ai vu dans tellement de films et tout. Puis lui qui joue un artiste visuel, puis qui s'engueule. Un peu prétentieux. Ouais, un peu prétentieux, puis qui s'engueule avec sa mère jouée par Micheline Langto et tout, qu'elle compare à un artiste qui méprise, puis des choses comme ça. Il y a comme 3 repas de famille, puis à chaque fois, il y a une blonde différente à chacun de ceux-là. Là. Fait que ça montre un peu le genre. Fait que, et leurs amis, un de leurs bons couple d'amis, joué par, dans le fond, la meilleure amie un peu du personnage de Magali, joué par Monia Chokri, et son conjoint, joué par Steven Laplante. Puis là, ça me rappelle que quand on avait parlé avec eux pour Babysitter ou quelque chose comme ça, il avait dit « Ah oui, je prépare un prochain film, puis on va jouer un couple, puis tout. » Ah ouais. Mais c'était plus un rôle secondaire. Là. Puis, ouais, c'est ça. Puis j'ai-tu nommé d'autres... Non, c'est pas mal ça, tous les personnages secondaires. Là. Il y a Francis William Réaume, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui joue justement Xavier, son conjoint au début du film. Écoute, je sais pas si c'est vraiment un spoiler que, tu sais, elle va plonger dans cette relation-là à un certain point. Là. Je pense Je pense pas. Je pense que c'est assez clair dans la bande-annonce. Ouais, c'est ça. Que tout le film, c'est pas juste j'y vais-tu ou j'y vais pas. Là, à un moment donné, elle se mouille puis elle laisse son copain pour aller avec lui. Elle se mouille carrément. Oui, voilà. C'est ça. Je trouve quand même qu'il y a certains raccourcis de scénario, certains, pas raccourcis, mais des événements, on dirait qu'il faut qu'ils arrivent pour provoquer les choses qui sont un petit peu garrochés puis que j'ai trouvé un petit peu moins naturels dans leur manière d'être présenté puis d'être confronté au personnage, si on veut. Mais en général, c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonne qualité. Puis un des trucs que j'ai vraiment aimé, là, c'est toutes les scènes de sexualité et de sensualité. Je pense pas que je suis quelqu'un de prude, mais j'ai souvent été confronté à de la sexualité dans des films, puis ça m'a toujours agacé parce que je la trouve toujours impertinente. Très gratuite. Ouais, c'est ça. C'est souvent gratuit, puis autant c'est dans des films d'action, c'est comme oh yeah, c'est quasiment la récompense du héros. Ah ouais, une fille tout nue. Mais même dans des films plus érotiques ou plus sensuels ou des trucs que ça n'a pas rapport, mais il y a une scène de sexualité, j'aime mieux quand elle est suggérée que quand elle est montrée parce que je trouve que c'est plus puissant. Mm-hmm. C'est trop facile de juste dire ah ouais, des scènes de femmes, c'est fantastique, fait qu'on met ça. Puis ici, elle a réussi l'exercice complètement inverse, c'est-à-dire qu'on voit pas de peau. Je pense qu'on voit les fesses à Pierre-Yves Cardinal à un moment donné, mais sinon, c'est à peu près tout. Puis pourtant, c'est un des films les plus érotiques, les plus chauds. Là, ça se French, là, des coulisses de bave à grande langue et tout. Tu comprends des scènes de sexualité, ben, pas explicites, mais implicites, si on veut. Ça serait ça, l'inverse. Mais c'est fait avec beaucoup de respect, puis je trouve que c'est peut-être un côté, là, je sais pas si c'est trop intense de dire ça, mais un peu féministe à tout ça, c'est de remettre un ballon aux choses, puis de dire, regardez, on peut le faire différemment, puis c'est encore plus efficace. Puis c'est vraiment traité, tu sais, on suit vraiment plus le personnage de Magali Lépine-Blondeau, là, Sophia. Puis tu sais, il y a une scène où Pierre-Yves Cardinal, il fait un cunnilingus, là, comme elle descend. Puis c'est super cool parce qu'en plus, elle dit comme quoi faire. Là. Mm-hmm. Puis c'est comme une espèce d'émancipation à tout ça. Pour son personnage, ça l'est pas, mais pour nous, de dire, ouais, tu sais, le classique de la fellation, puis tout, puis c'est comme, non, l'inverse aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis ça paraît évident parce que pour peut-être, dépendant de votre âge et tout, mais
tant qu'on le montre pas, je trouve, dans des médiums artistiques, puis surtout aussi facile à consommer que le cinéma. Là. On parle pas d'une exposition de peinture à Rome ou une affaire de même. Là. Fait que je trouve que ça fait avancer les mœurs. Bref, j'ai vraiment apprécié ça. Étonnamment, c'est ça, le film est coté 13 ans et plus érotisme, puis on dirait que si tu l'écoutes comme pas de son ou quoi que ce soit, tu fais, ben, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de paire de seins, il n'y a pas de... Ouais, c'est plus... Mais dans la thématique, il n'y a comme pas le choix de l'être, c'est ça. Oui, tout à fait. Écoute, moi, ce que j'apprécie effectivement, les comédiens sont tous très bons. Et j'aime, parce que là, c'est rendu son 3e film, Monia Chokri. Mm-hmm. Et on sent qu'elle a vraiment son univers visuel à elle, sa façon de tourner, sa mise en scène. Qu'on retrouvait dans Babysitter, que j'aimais beaucoup, cette espèce d'originalité-là, dans ses cadrages. Donc, on retrouve ça dans Simple comme Sylvain. Fait que je trouve ça le fun, malgré un sujet a priori peut-être plus straight que Babysitter, qui était plus éclaté, qu'on retrouve sa facture visuelle à elle. Fait que la réalisation est très bonne, la mise en image aussi, la direction photo d'André Turpin, tout ça. Donc, au niveau esthétique, c'est vraiment un très beau film. J'aime ces petits plans zoom et tout ça. Donc, et effectivement, tu l'as souligné aussi, la force, c'est les dialogues, c'est punché. Écoute, ces fameuses scènes-là d'autodérision en famille, entre amis, là, j'ai vraiment bien apprécié aussi. Puis, écoute, dans le ton aussi, il y a un côté un peu kitsch bien assumé, parce que tu as un côté un peu eau de rose, mais elle joue un peu avec les codes aussi du genre. Fait que c'est vraiment bien habile de sa part. Et je vais faire un lien avec Babysitter aussi. Puis, Puis elle sait créer aussi des petits moments de tension, de terreur avec des affaires banales. Là. À un moment donné, le téléphone qui sonne quand elle reçoit l'appel de son chum. Fait que ça vient comme on bascule dans le film d'horreur. Là. Fait que dans Babysitter, on trouvait ça aussi des fois avec les enfants qui sont tannants autour de la table. Tout ça. Fait que bref, fait que oui, vraiment une belle proposition. Pour ceux qui s'attendent peut-être à un film plus conventionnel, plus classique, faites attention, là, c'est pas ça. Je trouve qu'on est juste à mi-chemin. C'est ça. C'est que ça demeure accessible. Entre le truc d'auteur qu'on va dire, puis... ça demeure accessible, mais il y a quand même une petite folie, un petit ton décalé là, qui est peut-être pas pour tout le monde, mais je dis ça comme ça. Moins que dans Babysitter, oui, ça tout à fait. Oui. Puis, j'ai lu, justement, évidemment, ce look-là là, du gros grain des zooms, puis un petit peu 70s, c'est quelque chose qu'elle affectionne. Sinon, elle ne l'aurait pas fait. Mais c'était l'idée aussi d'un peu un documentaire animalier. Quand on parle de reproduction et tout, fait que d'être sans que ça soit satirique, là, comme justement des appendices auraient pu le faire ou autre, là, mais juste ça nous place un peu comme des observateurs. Tu sais, la première fois qu'ils couchent ensemble, là, on les suit, ils sont à l'extérieur, ils sont dans le pick-up, puis là, finalement, ils rentrent en dedans, puis la caméra, elle, reste dehors, puis regarde par la fenêtre, puis il y a des jeux de zoom, puis des affaires comme ça qui est très... qui fait un peu documentaire, mais le film n'est pas un documentaire ou un documentaire ou quoi que ce soit, c'est juste certains plans de cette esthétique-là, voilà. Un peu voyeur, justement, tout ça. Donc moi, j'ai quelques fun facts. Je sais pas si toi, tu avais... non, vas-y. En fait, donc, le film, l'écriture était déjà en cours avant même qu'elle tourne Babysitter. Donc, c'est après La femme de mon frère qu'elle avait embarqué sur ce sujet-là qui l'intéressait, celui des couples et de l'amour entre deux classes sociales, disons ça comme ça. Et dans la vie, Monia et Magali sont les meilleures amies, en fait. Donc, lorsque Monia Chokri écrit, parce que je l'avais vu en entrevue, donc elle n'écrit jamais vraiment avec quelqu'un en tête, avec un comédien ou une comédienne. Elle préfère vraiment laisser l'espace à l'écriture. Puis une fois que le scénario est terminé, c'est là qu'elle va réfléchir au comédien. Fait que même avec Magali, elle ne voulait pas nécessairement lui donner d'emblée le rôle, même si elle pensait à elle. Puis finalement, elle s'est dit, ben oui, c'est elle qui est parfaite pour le rôle. Là, mais je trouvais ça intéressant. Et c'est Magali qui a convaincu Monia de jouer finalement dans le film, parce que c'était pas prévu non plus au début. Mais vu qu'ils sont, comme je dis, super amis, ils n'ont jamais tourné ensemble dans un projet. Donc, elle a dit, ben, ce serait cool que tu joues dans le film, qu'on ait des scènes ensemble. Ouais, c'est ça. Ben oui. Voilà. Et sinon, aussi, qu'est-ce que j'avais? Oui, la fin a été réécrite aussi pendant le tournage. OK. Donc, au fur et à mesure que l'intrigue évoluait, leur jeu et tout ça, il y avait eu quelques nuances. Fait que j'ai l'impression que la fin, elle n'a pas dit ouvertement, mais
avait peut-être une fin plus fermée, alors que là, on reste un peu avec une fin ouverte pour la suite du personnage de Magali. Ah, ça doit être... ce genre de film, là, ça doit être vraiment difficile comment tu le termines. Parce que c'est pas une enquête policière, ça finit pas avec la mort de quelqu'un, c'est comme... C'est la vie qui continue avec ces personnages-là. Ouais. Fait que comment tu termines ça? Je me souviens d'un... en entrevue, j'oublie son nom, Scott quelque chose. Là. En tout cas, c'était pour le film Hostiles là, avec Christian Bale qui avait dit à la fin, il y a un personnage, puis le personnage de Bale, il se demandait s'il montait à bord d'un train pour suivre la fille ou s'il restait au village. Puis il dit, je le savais tellement pas que j'ai filmé les deux. Ouais, c'est ça. Puis c'est au montage, à force de l'écouter, puis tout, j'ai fait, OK, non, Ouais. faut qu'il fasse X affaires. Là. Et des fois, ça peut même changer. On le fait moins au Québec, mais aux États-Unis, évidemment, avec les projections test devant le c'est public. ça. Fait que des fois... Eux autres, est-ce qu'on finit positif ou négatif? Ouais, c'est comme... Mais ça, il y a un petit peu trop le côté monétaire, je trouve, Ouais, là-dedans. c'est certain. Tu assumes moins que c'est quoi l'idée que tu veux donner Ouais. pour l'histoire de ton personnage ou qu'est-ce que tu veux que les gens ressortent avec. C'est juste dire, qu'est-ce qui va le plus plaire pour que plus de gens le voient possible. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, quand c'est comme unanime qu'une scène ou une fin est pas bonne, que les gens l'aiment pas, je pense que ça peut être justifié aussi. On peut se tromper. Je pense que l'artiste peut se tromper, puis c'est correct avec ça. Oui, c'est vrai. Vu de même, c'est juste que ça dépend de la nature du projet. Là. J'avoue que quand ils font ça pour des Marvel, je suis pas sûr que c'est juste pour la meilleure vision artistique possible. Là. Je pense que c'est pour le produit. Alors, allons justement dans le gros produit commercial avec Expendables 4 de Scott Wow. Tout le monde est là-dedans. Jason Statham, Dolph Lundgren, Steven Stallone, Randy Couture. Ça, c'est eux qui étaient dans les 4 premiers. Trois premiers, oui. Ça, c'est le 4e. Là, eux, ils reviennent et il y a une couple de nouvelles faces. 50 Cent ou Curtis Jackson. Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, qui était dans les 2 films de Raid. Là, un super bon... je pense qu'il est indonésien, lui, en tout cas, artiste d'arts martiaux. Andy Garcia, un autre vieux habitué des... Je dis pas ça péjoratif, mais tu sais, c'est tout du monde de 50 ans et plus. Ouais. C'est ça que je veux dire. Là. Pas qu'ils sont pas capables, mais à un moment donné, ils ont une autre strate. Puis au cours des films, t'as toujours eu l'espèce de... qu'on appelle un suits, le gars veston-cravate. Alors, on avait Bruce Willis, Harrison Ford dans le 3, puis là, c'est Garcia qui joue lui le rôle. Qui donne la mission, ouais, finalement. c'est ça. Fait que là, les sacrifiés au Québec, les Expendables, c'est un groupe de vétérans mercenaires. Là, fait que c'est des guns to hire. Fait qu'ils vont reprendre du service lorsque ce Andy Garcia, joué par... qui s'appelle Marsh là-dedans, au gradé de la CIA, va les charger de retrouver la piste de Suharto Ramat, lui qui est joué par Iko Uwais. C'est un terroriste qui vient de s'emparer d'armes nucléaires en Libye puis qui veut faire des affaires méchantes avec ça. Fait que, mais les sacrifiés commencent à se faire vieux. Fait que leur patron, on se rappelle les pires noms du monde, Barney Ross, le personnage de Stallone, commence à être vieillissant. Puis il se sent prêt peut-être à céder les rênes à son bon ami, joué par Statham, Lee Christmas. Fait qu'il y a des blagues de Noël aussi à travers ça. Puis son équipe, un plus jeune, moins expérimentée. Puis au travers de ça, Megan Fox, on comprend qu'elle travaille pour eux, mais qu'elle sort avec Christmas, mais qu'ils ont une relation conflictuelle. Écoute, il y en a qui sont là pour faire des blagues, puis il y en a qui ont même pas l'air de comprendre que le film se tournait. Là, je sais pas trop. Fait que... Écoute, je sais que toi, tu t'es retapé les 3 précédents. Je me suis sacrifié, justement. Et voilà. Écoute, ça faisait longtemps que je les avais vus. Puis le 3, j'avais juste vu au cinéma, je n'avais pas réécouté depuis. Moi, je vais avouer que le premier, j'avais trouvé ça sympathique. J'aimais l'idée du concept de ramener plein de vedettes de films d'action des années 80, 90, puis de faire de quoi avec eux. Il y avait Terry Crews aussi dans les premiers. Oui, je vais t'expliquer. Qui a comme été remplacé par 50 Cent. Ouais, là, genre, il y a beaucoup de drames pour le 4e film. OK. Et puis le 2, j'avais vraiment trippé solide parce que... Je pense que c'est le plus accompli. Oui, puis ce qui était le fun dans le premier, c'était qu'on nous agace un peu avec cette scène où Bruce Willis, Stallone et Schwarzenegger se retrouvent ensemble, mais ils faisaient juste parler dans une église. Là. Ouais. Mais dans le deuxième, on les a vraiment vus les 3 ensemble dans des scènes d'action. Puis c'était quand même trippant de voir ça. En plus, tu amènes Chuck Norris qui était comme au sommet des memes qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le méchant est joué par Van Damme. Puis Van Damme en plus, qui était
vraiment très bon pour ce genre-là. Tu sais, il s'amusait. Tu sentais qu'il y avait du plaisir à jouer le méchant. Vilain. Ben, Malade. Jean Vilain. Puis le 3, on sentait que ça s'essoufflait un petit peu avec Mel Gibson, peut-être un peu trop sérieux. Fait que j'étais quand même curieux de voir cette nouvelle mouture-là. Et puis on est comme 8 ans peu après le troisième, là, la fin de même. C'était pas j'ai même pas remarqué ça. 14-15, Ah oui, je en pense. termes de temps. Oui, c'est Ouais, ça. Ça fait quand même déjà nous, un petit les bout, mortels, là, ouais. Oui, c'est ça. C'est sûr que le 3 avait un petit peu moins bien fonctionné au box-office, donc je pense qu'on a pris comme une petite pause pour essayer de retrouver peut-être une meilleure histoire. Je pense que plusieurs étaient juste surpris qu'il y ait un quatrième. Oui, aussi, c'est ça. Mais pourtant, tu vois, ça avait été annoncé quand même en 2016 qu'il y avait un projet en cours qui serait officiellement le dernier, on verra bien. Mais comme je te dis, il y a eu beaucoup de drame alentour du film où Stallone a débarqué en 2017 du projet, de la franchise, OK. parce qu'il n'aimait pas la direction que, j'imagine, l'histoire où son personnage prenait. Fait que, bref, il est revenu en 2018, tout semblait beau, et puis il y a eu la COVID et tout ça, donc le film a été à maintes fois retardé. Et tu disais, justement, Terry Crews qui n'est pas revenu, c'est pas parce qu'il est trop occupé à animer America's Got Talent. Apparemment qu'il y a eu une agression sexuelle commise sur lui par l'agent de Sylvester Stallone. Oui. Puis que les producteurs avaient fait comme pression, si tu veux rester dans la série, faut que tu fermes la trappe et tu le poursuis pas, peu importe. Je sais pas si finalement il y a eu des poursuites judiciaires, mais bref. Il a décidé, je pense, de se retirer tout simplement de la franchise. Mais c'était-tu une histoire qui est arrivée sur le tournage des autres récemment quand il est un adulte de 40 ans ou c'est plus arrivé il y a 25 ans puis là, il en parle? Bonne question. C'est pas indiqué. Okay. Ouais. J'ai l'impression que ça a dû être arrivé pendant le tournage ou quelque chose comme ça. Là, genre, ça va te taper une fesse ou là. Je sais pas à quel point je dis ça de même. Là, mais, OK. Fait que bref, fait que assez curieux comme situation. Puis Arnold, on prend un gros spoiler, mais ne revient pas parce qu'il avait été présent quand même dans les 3 films. Il avait été un petit peu déçu de son personnage dans le 3. Et fait que je pense qu'il était juste désintéressé finalement de revenir après toutes ces années au film quand même. Donc pour les amateurs du genre, c'est une continuité avec les autres. Là. Les scènes d'action sont quand même assez efficaces, on doit dire. Là. Oui, c'est ça. Quand même pas mal de green screen un peu, puis d'affaires comme ça, évidemment. Beaucoup plus que les autres. Ouais. On sent qu'il y a un peu moins de budget. Ça se voit que la majorité du film se déroule sur un bateau. Mm-hmm. Fait qu'on voyage moins que les autres. Fait que ça se voit, ça sent un petit peu à l'écran, là, qu'il y a un peu moins de moyens. Là. Chose qui peut être un peu surprenante, c'est pas mal plus un film de Statham qu'un film de Stallone. Ouais, c'est ça. Déjà dans le 3, c'était le contraire. C'était comme Statham avait un peu de recul. C'est sûr qu'on amenait plein de nouveaux personnages aussi, ce qui est quand même drôle parce qu'on les revoit pas de film en film. Mais bref, donc c'est Stallone ici qui... je sais pas, peut-être par vieillesse. En même temps, c'est drôle parce qu'il y a quand même quelques bons petits gags là, par rapport à leur âge et tout ça. Là. Donc, c'est Statham qui prend pas mal toute la place, mais en raison parce qu'il y avait un spin-off de prévu avec le personnage de Lee Christmas. Ah ouais, OK. Ouais. Donc, qui s'appelait A Christmas Story. Alors, on a intégré des éléments de son scénario à une nouvelle histoire. Là, fait qu'on comprend. Donc, mais je pense que Statham est même producteur aussi du film. Donc, est-ce que ça veut dire que s'il y a un 5e, est-ce que Stallone va prendre sa retraite, va retirer ses mitrailleuses et Statham va prendre toute la place? Bref, j'espère que ce ne sera pas Megan Fox parce que s'il y a un personnage qui n'est pas très crédible en tant qu'ex-mercenaire militaire, on ne sait pas du tout son histoire, puis elle n'a pas le look du tout. Là. C'est ça, là, c'est pas elle le problème. Là. C'est comment ils ont créé le personnage, puis comment il est intégré à l'histoire et tout. C'est peu crédible. Là. Il est juste là comme un morceau de viande, justement. Là. Vraiment. Fait que la scène de la fin, en tout cas, tout ce qu'on vient de dire de positif à Simple comme Sylvain, c'est comme pas mal l'inverse qu'il y a dans ce film-là. Fait que je pense qu'il a rendu un 4e volet. Le film n'est pas là pour gagner des fans. Là. Vous savez déjà s'il y aller. C'est juste qu'il y a une certaine... Je veux dire, c'est pas l'image, là. Il y a une certaine simplicité, justement, dans ce film-là, qui, à la limite, j'aurais espéré qu'elle soit là au 2e degré, mais je pense qu'elle est juste vraiment là au 1er degré. Puis ça, je trouve ça très dommage. Voilà. Parce que j'apprécie aussi mes films d'action à l'occasion, mais... Autant ils font des blagues sur leur âge et tout, on dirait qu'on est revenu à des vieilles façons de faire d'il y a 30 ans, puis le rôle du action hero guy,
Puis on fait juste comme le louanger en disant oui, c'est mieux de même. T'sais. Fait que c'est ça. Ouais. Voilà. Et pour terminer, tu parlais de Jean-Claude Van Damme qui avait manifesté, lui, son désir de revenir comme méchant. Mais est-ce qu'il mourrait? Il mourrait, oui. Puis, en fait, la blague de son retour, c'est qu'il aurait joué le frère jumeau de Jean Villain. Et en même temps, un petit clin d'œil à un de ses films qui était Double Impact, où il jouait 2 jumeaux dans ce film. OK, je l'ai pas vu, ça. Voilà. Je pense que ça aurait été plus drôle. Je pense que oui. Je pense que... le petit reproche aussi que je peux faire au film, puis c'est correct, je comprends qu'ils sont allés chercher beaucoup de visages asiatiques parce qu'évidemment, c'est là que le film fait beaucoup son argent. Son argent, d'ailleurs, en Chine, il a ouvert quand même assez gros. Là. Okay. Dans les dernières années, les films américains ont beaucoup de misère à fonctionner au box-office chinois, mais pas celui-là. Et, mais dans les autres films, on nous avait habitués justement à Gibson, Jean-Claude Van Damme, donc des visages peut-être plus connus pour nous, qui ont grandi avec ces personnages-là. Donc, j'aurais pu aller chercher peut-être quelqu'un d'un peu plus connu, mais je sais pas, Jackie Chan peut-être. Est-ce que... comment il s'appelle l'autre... Steven Seagal, il a joué dedans ou pas? Il n'a jamais joué dedans, mais je pense qu'il est comme une paria à Hollywood. Là. Personne ne veut... OK. Ouais, bon. Fait que... Je sais pas c'était qui les autres. Les blagues qui me faisaient rire, par contre, dans le film, c'est Randy Couture, lui, il a fait du MMA longtemps, puis tout. Fait qu'il a toutes les oreilles en chou-fleur, comme ceux qui boxent trop. Puis il fait plein de blagues de ça, parce que tout le monde lui demande qu'est-ce qui se passe à ses oreilles. Et puis... dans chaque film. Ah, dans chaque film? Ah, bon Dieu, je savais pas. Je pensais que c'était nouveau. Non, c'est le running gag, faut croire. OK. Comme chaque nouveau personnage, je demande. Puis on n'a pas parlé, il y a un personnage aussi qui joue le fils du personnage d'Antonio Banderas qui lui était dans le 3, là, c'est ça? Oui, puis ça, j'avoue que c'est une bonne trouvaille, honnêtement, ce comédien-là émule vraiment bien un jeune Banderas. D'ailleurs, je t'ai fait à la blague, Robert Rodriguez pourrait le caster pour faire une suite ou un prequel à Once Upon a Time in Mexico. Là, toutes ces affaires-là, le mariachi et tout. Ouais. Je sais pas, en même temps, les derniers trucs que Rodriguez a fait, c'est plus de l'art, mettons. Non, il a perdu un peu de son lustre, je dois l'avouer. Moi, je sens que si jamais il y a un 5e film, c'est le box-office qui fait foi de tout, mais ça va être des films de plateforme bientôt, là, ce genre de produit-là, je pense. Là. Mais on verra bien. Il me semble que les pronostics, c'est un week-end à comme 15 millions ici, mais... Effectivement, le but est peut-être de faire... c'est peut-être à l'international et particulièrement en Chine. C'est 150 millions à l'étranger. Ouais, mais on sait-tu combien il a coûté le film? Il disait près de 100 millions quand même. Je peux pas ça croire. Se sent pas à l'écran. Non, s'il a coûté 100 millions, c'est que chaque acteur s'est fait comme des salaires impossibles, là, en plus pour ce qu'ils font dans le film. En tout cas, c'est ça qui tue les projets de plusieurs comédiens. Là. Si tout le monde demande 5 millions puis que tu as 7 gros noms, ben là, en partant, ton film coûte 35 puis ça n'a pas de rapport. Là. Fait que... va savoir. Il n'y a pas beaucoup d'autres sorties, mais il y a plus limité le suspense d'horreur It Lives Inside de Bichal Dutta. Que toi, tu as vu il y a quelques temps. Tu as fait... J'ai même l'occasion de l'interviewer. D'ailleurs, il y a un article qui doit être en ligne. Là, c'est ça. Il n'est pas dans le magazine Mon Ciné, mais il est sur le site de monciné.ca. C'est quoi un peu l'histoire? Lors d'une altercation avec son ex-meilleure amie, une jeune étudiante américaine d'origine indienne qui va libérer involontairement une espèce d'entité démoniaque. Tiré de la légende indienne. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur d'origine indienne, donc il ramène vraiment les légendes qui se faisaient raconter par son grand-père, entre autres. Fait que ce petit côté-là ethnique est quand même assez intéressant pour le film d'horreur. Mais c'est un film à très petit budget, qui a une facture un peu, comme on aime souvent dire, film canadien un peu. Fait qu'il ne faut pas le regarder pour sa facture visuelle. Est-ce que c'est un film canadien? Non, c'est un film américain quand même. Okay. Ouais, c'est ça. En fait, les producteurs sont deux des producteurs du film Get Out quand même. Ouais, j'ai vu Get Out, Us, Black Landsman. C'est ça, quand même, pour un premier film, c'est assez intéressant. Mais le réalisateur Bichal Dutta, honnêtement, ça a été une belle conversation, super sympathique, très friendly. Un grand fan de films d'horreur et tout ça. Son film a joué à Fantasia, fait qu'il doit être content de ça. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez en connaître plus un peu sur le film lui-même, qui, comme je dis, qui n'est pas un grand film, mais que j'aimerais voir son prochain. Disons ça comme ça. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire peut-être avec un peu plus de budget. D'ailleurs, son prochain film est pour le producteur James Wan et sa bannière Atomic Monsters quand même. Fait un bon petit step-up pour celui-là. Mais fait que, on est vraiment dans le film
très classique là, de démons un peu. Qui fait des apparitions de plus en plus intenses. Ouais, c'est puis... ça. Là, je vais faire exprès, j'en ai pas qui me vient en tête, mais pas comme Smile peut-être, là, ou It Follows, là, des trucs comme ça. Boogeyman, n'importe quoi. Candyman. Fait que dans cette lignée-là. Mais les comédiens sont très bons. D'ailleurs, la jeune comédienne Balado est dans la série To All the Boys I Ever Loved, quelque chose comme ça, je pense, sur Amazon. En tout cas, fait que bref, je pense qu'une comédienne en devenir, là, elle a vraiment un très bon charisme. Ouais. Ah, génial. Disponible juste en anglais, donc assez limité, comme on disait, peut-être plus à Montréal et dans les environs. Ça, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est une grosse semaine. En fait, il y a Dumb Money, donc Bêtement Riche, qui sort, je pense, à Montréal ce week-end, le 22, mais le 29 est en sortie large, donc partout au Québec. Fait que c'est là on aura l'occasion de le voir et d'en discuter sur l'affaire GameStop là, dans les actions, le crash boursier. Il y a The Creator, que moi, j'ai quand même bien hâte. Je ne sais pas si ça va être un original ou banal, mais je pense que ça va être plaisant comme film de science-fiction, action. Décadence 10, qui revient, mais qui est comme qui vient se glisser entre le premier puis le deuxième, etc. Et t'es d'ailleurs en train de te faire violence en écoutant les 9... plein marathon, donc j'ai fait le choix de les écouter. Et puis, oui, je ferai un petit recap en fonction de ce nouveau film-là. Tu nous diras ton top 5 des pièges mortels. Et il y a ça, Pat Patrouille 2 et autres films. Honnêtement, je pense pas qu'on va avoir le temps ou l'intérêt d'aller le voir. Tes enfants commencent à être un peu vieux pour la Pat Patrouille. Là. Passé 20 ans, ça verra. Pour nous contacter, comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier @monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui a Magali Lépine-Blondeau en couverture d'ailleurs et tu t'es entretenu avec elle. Alors, on vous invite à lire cela. Et plusieurs nous posent la question, mais il y a 2 chroniqueurs Patrick. Toi, tu es le Patrick Marleau, mais il y a un Patrick Longorian aussi. Lonorgan, pardon, c'est ça. Fait que c'est pas tout toi qui fais tous les articles, les entretiens. Disponible, comme dis-je, en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon popcorn, bon cinéma. Et si jamais vous avez des rénovations à faire, vous êtes peut-être mieux de les faire vous-même. Ça va peut-être éviter de voir votre couple se briser.